Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Nous allons parler de défense européenne. Ma première question pour nous mettre dans le sujet porte sur l'existence d'une politique étrangère et de sécurité commune, d'une défense européenne. L'Union européenne a une politique en la matière depuis plus de 30 ans. C'était déjà l'un des 3 piliers du traité de Maastricht en 92. Cette politique est devenue politique de sécurité et de défense commune avec le traité de Nice en 2001 et le traité de Lisbonne en 2007. Alors pourquoi, puisque cette défense existe au moins sur le papier depuis des décennies, parle-t-on aujourd'hui de la politique européenne de la défense comme d'une espèce d'immense friche où tout serait à construire dans l'urgence? Et qu'est-ce qui motive ce soudain et tardif réveil européen? D'abord, permettez-moi, avant de répondre à votre question, je ne vais pas être trop long, de remercier nos hôtes d'aujourd'hui, Loïc Chénet-Girard, qui a pris l'initiative de cette très belle manifestation, saluer tous ceux qui l'ont aidé à l'organiser de façon excellente, saluer tous les amis qui sont dans la salle, Carole, qui a fait le déplacement de loin, je vois Guillaume Garot au premier rang, Jean-Luc Chenu également. Je sais qu'il y a dans la salle, je les ai croisés par le regard et j'ai eu l'occasion de saluer certains d'entre eux, des parlementaires européens, Pierre Jouvet, Christophe Clergeau, bref, je salue tous les amis qui sont ici. Je demande à ceux que je n'ai pas cités de bien vouloir me pardonner, mais si je me mets à citer tous ceux qui sont dans la salle, le temps de l'intervention n'y suffira pas tellement nous sommes nombreux. Donc merci à tous de votre accueil et vous savez combien je suis heureux en Normand d'être en Bretagne, même si je sais qu'il y a quelques sujets sur lesquels nous sommes en situation de rivalité. Et je ne les évoquerai pas, puisque je suis invité, ce ne serait pas convenable de ma part. Alors pourquoi est-ce que sur la question de la défense, nous avons le sentiment, alors que le sujet est mis sur le métier depuis très longtemps, d'une question qui demeure, comme vous l'avez dit vous-même dans votre interrogation, en friche. Pour des raisons d'abord qui tiennent au fait que, historiquement, la construction européenne, le projet européen, s'est fait dans une relation euro-atlantique qui résulte des faits de l'histoire. Pour être normand, je sais combien nous devons aux Américains la possibilité dans laquelle nous avons été dans les moments les plus tragiques de l'histoire de l'Europe, en situation de recouvrer notre liberté. Sans l'intervention des Américains, au moment où tout pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre, sans le sacrifice de milliers de soldats sur les plages du débarquement et en Normandie, et dans la guerre de libération, nous n'aurions pas été en situation de nous dégager du joug du totalitarisme. Et donc, pour beaucoup d'Européens, la relation euro-atlantique a été la garantie de la sécurité du continent. Et beaucoup de pays de l'Union européenne ne considèrent pas qu'il puisse y avoir une efficacité de la défense européenne hors la protection des États-Unis. C'est le cas des pays qui sont très proches géographiquement de l'ancienne Union soviétique. Les pays baltes sont très attachés à la protection américaine. C'est le cas également de la Pologne. C'est le cas aussi, dans une certaine mesure, de l'Allemagne. Et vous avez remarqué que les Allemands ont souvent été les plus prompts à affirmer leur attachement à la relation euro-atlantique, lorsque les Français, dans la tradition qui est la leur et qui est héritée du gaullisme, manifestaient davantage un souci d'indépendance nationale et des préoccupations de souveraineté. Et donc, il y a toujours eu cette ambiguïté stratégique au sein de l'Europe entre ceux qui considéraient qu'il n'y avait pas de défense européenne hors le cadre euro-atlantique et ceux qui considéraient que la défense européenne, pour des raisons qui tenaient au fait que nous devions être en situation d'assurer par nous-mêmes la défense de nos propres intérêts, pensaient qu'il fallait, par rapport à la relation euro-atlantique, non pas prendre de distance, mais affirmer notre capacité à être souverain. Et donc, tous ces pays qui n'avaient pas nécessairement la même vision et qui cohabitaient au sein de l'Union européenne n'ont pas toujours réussi, lorsque les événements de l'histoire se précipitaient, à arrêter des positions communes. D'où ce sentiment de friche. Et vous, si vous prenez des événements récents, souvenez-vous que juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine,
Le président de la République française avait une déclaration étrange lorsque l'on regarde avec la distance des événements, en qualifiant l'OTAN de mort cérébrale. On a vu combien l'OTAN était en situation de mort cérébrale lorsque la guerre s'est déclenchée en Ukraine. Et bien entendu, lorsque nous avons fait cette déclaration, qui reposait déjà sur l'idée qu'il fallait, compte tenu de ce qu'étaient les difficultés de l'OTAN, créer les conditions d'une autonomie stratégique et d'une autonomie de défense, un certain nombre de pays de l'Union européenne, par réaction, ont réaffirmé leur relation euro-atlantique. Je termine sur un point. Et quand vous regardez ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine, et notamment en matière d'équipement fourni à l'Ukraine par les Européens, 78% des armements que nous avons fournis à l'Ukraine, au lendemain du déclenchement de la guerre, ont été achetés hors le cadre européen, c'est-à-dire à des industries qui n'étaient pas des industries de défense européennes. Et parmi ces 78%, 63% avaient été achetés aux États-Unis. Donc nous avons fait un effort nous-mêmes, mais nous l'avons fait beaucoup avec du matériel américain. Et donc quand M. Trump dit l'Europe n'a pas fait ce qui devait être fait, les Ukrainiens négocient tout, etc., notre effort a été très comparable à celui des Américains. Et lorsque nous avons fait cet effort, nous l'avons fait beaucoup en acquérant des matériels que nous n'avions pas nous-mêmes, que nous n'étions pas en situation de produire aussi vite que ça a été nécessaire, en décidant d'acquérir ces matériels aux Américains. Tout est en train de changer, tout s'accélère, et tout s'accélère depuis en fait, le déclenchement de la guerre en Ukraine. L'élection de Donald Trump a été une espèce de catalyseur formidable de ce changement. Et pourtant, le changement de pied des Américains en matière de défense, la politique du pivot, c'est-à-dire le fait que les Américains ont décidé de s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passait en Chine, donc du côté dans la zone dite Asie-Pacifique, et de se désintéresser en fait de l'Europe, ça date pas de Donald Trump. C'est beaucoup plus ancien, ça a plus de 10 ans. C'est une politique qui avait été mise en œuvre déjà et formulée par Barack Obama, et pourtant, il ne s'était rien passé. Là aussi, votre question appelle plusieurs remarques. Première remarque, vous avez raison de dire que la prise de distance des États-Unis par rapport à l'Europe ne date pas de Trump, du premier gouvernement Trump, ni de sa réélection. Ça avait commencé lorsque Barack Obama a indiqué que les nouveaux horizons stratégiques de la diplomatie américaine, c'était toute la zone Asie-Pacifique. Rappelez-vous qu'en 2013, lorsque nous avons été confrontés à la dégradation de la situation en Syrie, en août 2013, nous avons demandé aux Américains d'accentuer l'action et la pression pesant sur la Syrie par l'association des Américains à notre propre stratégie, de telle sorte à pouvoir aller plus vite dans le règlement de la crise syrienne, parce que nous pressentions que le pourrissement de la crise syrienne était de nature à faire émerger une opposition islamiste qui pouvait représenter un danger sécuritaire pour l'Europe. Barack Obama n'a pas donné suite, et c'est parce qu'il n'a pas donné suite que la situation en Syrie s'est fortement dégradée. Et donc, la prise de distance des États-Unis par rapport à l'Europe n'est pas une affaire trumpienne, c'est une affaire qui vient de plus loin. Ce que la deuxième administration Trump introduit de rupture dans la relation euro-atlantique, c'est le fait que nous sommes face à une administration, et le débat précédent l'a montré pour ce qui concerne les aspects de la relation à la démocratie, notamment la démocratie numérique, nous sommes face à une administration qui est en rupture non pas avec l'Union européenne, mais avec les fondements de la démocratie libérale telle que nous l'avons conçue et telle qu'elle a inspiré l'ordre multilatéral né de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que cette administration considère que la démocratie, c'est bien un système de dévolution du pouvoir par le suffrage universel, mais seulement quand on gagne des élections, puisque quand on les fait, on peut envoyer des ordres numérisés, prendre le Capitole, ça ne choque pas ceux qui sont aujourd'hui à la tête des États-Unis. D'ailleurs, lorsqu'ils sont condamnés par la justice ou poursuivis par la justice pour avoir commis ce qui est quand même trahison par rapport au système démocratique et qu'ils sont élus, ils s'auto-blanchissent, les fautes qu'ils ont même commises à ce moment-là. Et il y a un deuxième élément qui est
aussi préoccupant que le premier, c'est que pour les représentants américains actuels, mais aussi pour d'autres représentants de démocratie, qui représentent le courant libertaire, réactionnaire ou l'architecture de démocrature, la démocratie, quand c'est au mieux le suffrage universel, c'est le suffrage universel amputé des principes de l'état de droit. Et on voit que les grandes parties des textes pris par l'actuel pouvoir américain, la relation qu'il entretient au droit international, y compris dans la réécriture que Trump fait de ce qui s'est passé en Ukraine, dans la relation qu'il a avec les territoires dont il veut capter les richesses. On se met à annexer des territoires avec lesquels on a une relation historique au motif que tout ça, c'est une remise en cause de tous les principes fondamentaux du droit international. Et ce qui est très inquiétant dans le contexte géopolitique dans lequel on se trouve, c'est que cette remise en cause de tous les principes du droit international, en quelques semaines, aux États-Unis, dans la relation avec l'université, la recherche, les contrats, mais dans le monde, a un effet tellurique extraordinairement perturbateur et qui peut être à l'origine de désordres et de tensions extrêmes. Alors, je ne pense pas à la guerre mondiale, je ne pense pas au fait que les Russes puissent nous attaquer le matin, mais je pense à des désordres profonds, à un point On Zolan a déjà réussi à faire céder les armes par la capitulation. Internationale et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement dures. Alors, prenons là aussi quelques exemples. Regardez ce qui se passe depuis quelques heures, quelques jours dans les territoires avec la rupture du cessez-le-feu dans un contexte qui montre bien que la reconnaissance des principes de droit a des conséquences. Regardez les conditions dans lesquelles pourrait se faire la paix avec l'Ukraine, c'est-à-dire que ceux qui l'ont envahi en contravention avec tous les principes du droit international apparaissent comme les victimes et ceux qui ont été envahis comme les fauteurs de troubles. Et la paix qui est souhaitée par Trump, c'est pas une paix, c'est une capitulation. On a déjà réussi à faire céder les armes par la capitulation. Mais on sait que lorsque la guerre cesse, parce que les principes qui président au fait que les armes cessent de parler sont bons, c'est la paix qu'on instaure. Lorsque c'est la capitulation qui permet de faire cesser le bruit des armes, c'est la guerre suivante qu'on prépare, et généralement plus cruelle que la précédente. Donc c'est tout ça qui est inquiétant. On est dans un grand basculement du monde sous la férule ou la houlette de Donald Trump. Aujourd'hui, donc pour en revenir à la question de la défense européenne, dans le contexte actuel et face à ce grand bouleversement, il y a beaucoup d'angoisse. Quand on parle de défense européenne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent armée européenne, constitution d'une armée européenne, perspective de guerre avec la Russie, troisième guerre mondiale, etc. Est-ce que la défense européenne, ce dont on est en train de parler, c'est pas du tout ça. Il faudrait peut-être préciser de ce dont il est question précisément quand on parle de défense européenne. Essayons sur ce sujet qui est d'une très grande complexité de mettre de la clarté, de la pédagogie, tracer quelques perspectives. D'abord, la question de la défense européenne, elle suppose, pour être traitée convenablement et faire en sorte que la sécurité du territoire européen et la paix sur le continent européen soient possibles, que les traités soient appliqués, que chacun dans son domaine de compétence exerce la responsabilité qui lui incombe. Il n'y a pas de compétence de la Commission européenne, par exemple, en matière de défense. Il y a une compétence de la Commission européenne en matière d'industrie, en matière de marché intérieur. Donc c'est au motif que la Commission européenne avait cette compétence qu'elle s'est emparée de la question de la défense à travers des industries de défense, mais qu'il n'y a pas de compétence donnée par le traité de la Commission en matière de défense. C'est pour ça qu'en réalité, pour l'instant, on parle que de ça. On parle de réarmement, donc à travers l'angle économique, industriel. Bien sûr, parce que ça, c'est un trait dominant de l'histoire de l'Union européenne. Les Européens, les pères fondateurs de l'Union européenne, ont conçu, c'est un élément originel de l'histoire de l'Union européenne, que l'Europe devait se faire par l'intégration économique. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé sur la question de défense en 1954, quand l'Europe est confrontée à la question de la CED, de la Communauté européenne de défense, en 1954, qui est en réalité une manière d'intégration destinée à dissimuler la possibilité pour l'Allemagne de se faire armer, c'est-à-dire une autorisation donnée au réarmement de l'Allemagne à travers la CED. Mendès France tombe sur cette affaire-là,
Et pour faire oublier le fait que l'Europe a trébuché sur la question de la défense, qu'est-ce qu'on fait? On crée immédiatement la CECA, etc. C'est-à-dire qu'on relance l'intégration économique là où politiquement on n'a pas été capable de donner l'impulsion utile. Donc l'Europe, c'est un système qui a été conçu dès l'origine par une mécanique d'intégration par les logiques économiques. Et la Commission, qui n'avait pas de compétences en la matière, dans cette grande tradition-là, a réussi à s'en doter par le biais et c'est comme ça d'ailleurs, alors que la Commission européenne n'a pas de compétences en matière de défense, qu'on a réussi à nommer M. Gobilius, commissaire européen à la défense, qu'on a réussi à créer une sous-direction de la direction marché intérieur en charge des questions de défense, et le président de la République, j'ai compris cela, sauf à ce que certaines subtilités de ses déclarations m'aient échappé, car il est le tenant, j'ai bien compris, de la pensée complexe, et donc la pensée complexe a pour caractéristique de ne pas toujours être accessible à l'entendement des esprits les plus simples, dont je fais partie, mais il a donné pouvoir à la Commission de structurer la pensée en la matière. Bon, moi, je suis très prudent sur le fait qu'on confie à des institutions qui n'ont pas de compétences le soin de s'en emparer, parce que déjà, quand elles commencent à s'en emparer alors qu'elles n'ont pas de compétences, si on leur donne quitus pour aller plus loin, ça donne généralement des résultats incertains. Ensuite, l'Europe de la défense ne peut pas se faire, compte tenu des éléments d'histoire que j'évoquais tout à l'heure, sans une dynamique intergouvernementale forte, c'est-à-dire que c'est au Conseil quand même qui est le centre de gravité de la chose. Puis un troisième élément qui est très important, c'est qu'il y a l'Europe de la défense et la défense de l'Europe. L'Europe de la défense, c'est une affaire plutôt Union européenne, puisque c'est dans l'Union européenne que se trouve le barycentre de l'addition, mais la défense de l'Europe, c'est une question qui n'est pas simplement Union européenne, parce qu'elle intègre la relation avec le Royaume-Uni. Royaume-Uni auquel nous sommes liés par les accords de Lancaster House, qui datent d'un certain temps. Nous sommes liés au Royaume-Uni par la question nucléaire, puisque par les accords de Lancaster House, nous conduisons toute une série de coopérations autour du site de Val-Duc, et que tout cela est très stratégique et très important. Et puis troisièmement, si on se met à dire finalement la capacité des Européens à défendre le continent par eux-mêmes dépend de leur capacité à protéger par la dissuasion, qui doit rester nationale, mais qui peut être avoir des effets de protection européenne. Si on peut protéger le continent européen par la dissuasion, alors ça ne peut se faire qu'en franco-britannique. Et dernier point, on a besoin des Britanniques parce que même si les Américains nous agacent, même si ce qu'ils font est horrible, même s'ils s'éloignent de nous avec un discours, des références qui sont très très loin de nos rives, le fait d'avoir les Britanniques à bord dans la défense du continent européen, c'est aussi une manière de maintenir ouverte la porte de la relation avec les États-Unis, même si les États-Unis ont décidé de la fermer. Parce que si nous devons nous mettre en situation d'assurer par nous-mêmes la protection de notre propre continent, je crois que nous avons intérêt à garder une attention à la relation euro-atlantique, parce que si les choses devaient bouger, y compris de la part de cette administration, parce que Trump n'ayant aucune conviction, on ne sait jamais ce qu'il va dire dans la minute qui suit. Bon. Et d'ailleurs, ce qu'il dira dans la minute qui suit, qui sera en contradiction avec ce qu'il a dit dans la minute d'avant, ne signifiera pas que dans la minute suivante, la minute qui suit, la position ne pourrait pas changer de nouveau. Donc, la diplomatie devient non seulement un art de l'attention à la position de l'autre, mais devient un art de l'adaptation, de la flexibilité qui implique sur ces sujets que le Royaume-Uni soit à bord. Et là, jusqu'à preuve du contraire, l'OTAN existe toujours. Il y a 32 États qui composent l'OTAN, même si les États-Unis sont évidemment la pièce maîtresse majeure, essentielle de ce dispositif. Il reste quand même 31 autres États qui peuvent aussi s'entendre, et notamment pour assurer une défense commune à l'échelle de l'Europe. Vous évoquiez les Anglais, mais il n'y a pas que les Anglais. Il y a les Norvégiens aussi, il y a d'autres, les Canadiens, les Turcs. Donc il y a moyen de créer de nouvelles coopérations. Ça fait partie du livre blanc de la défense qui a été présenté mercredi. L'idée d'ouvrir, par exemple,
un certain nombre de projets de financement de défense commune aux Coréens du Sud, aux Norvégiens, aux Canadiens, autour de sept grands secteurs critiques. On parle de projets phares. Est-ce que là, il y a des choses qui peuvent se construire finalement sans les Américains, mais qui puissent nous assurer une défense commune, organisée, structurée, des vraies coopérations entre nous, sans eux? Oui, mais pour atteindre cet objectif, il faut que plusieurs conditions soient réunies et il faut énoncer ces conditions. La première condition, c'est qu'il y ait un pilier européen de sécurité et de défense à l'intérieur de l'OTAN. C'est-à-dire que si les États-Unis se désengagent de la protection du continent européen, si nous voulons l'assurer nous-mêmes, il est indispensable que nous parvenions à structurer un pilier européen de sécurité et de défense au sein de l'OTAN. Et la France doit désormais assumer le fait que c'est ainsi qu'elle conçoit la défense européenne, parce que si elle devait continuer, comme elle l'a fait au cours des décennies précédentes, tout président de la République confondu, à laisser à penser que la constitution de l'Europe de la défense devrait nécessairement se faire hors le cadre de l'OTAN, nous perdrons immédiatement en route des Européens, les Polonais, les Baltes, etc. Et même les Allemands seront embêtés. Deuxième élément, il faut faire des efforts de défense sur le plan budgétaire. On pourra tourner le problème dans tous les sens. Si vous ne faites pas les efforts qui permettent d'assurer la crédibilité de la défense européenne, qui n'est rien d'autre que la juxtaposition des défenses des différents États, ayant coordonné leur action dans le cadre d'une vision partagée de ce que sont les intérêts vitaux du continent européen, vous ne parviendrez pas à créer les conditions d'une défense européenne crédible. Mais vous voyez bien que dans cette affaire, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas dans la même situation. Quand vous avez 240 milliards de réserves, vous n'êtes pas dans la même situation que quand vous avez 3200 milliards de dettes. Et donc, vous avez là un sujet central, parce que dans les débats toujours très mis en scène, où tout le monde s'embrasse sur le perron de l'Élysée, ensuite on se réunit, on ressort, on fait des déclarations. Mais derrière les déclarations, il y a une réalité. Et regardez le rapport Draghi. Le rapport Draghi dit qu'il n'y a pas d'Europe de la défense si on ne fait pas d'efforts budgétaires. Mais il y a un décalage considérable, dit le rapport Draghi, entre le niveau de l'effort à faire et ce qu'est le budget de l'Union. Le budget de l'Union, je parle sous le contrôle des parlementaires européens, c'est à peu près 2000 milliards sur la période du cadre pluriannuel. Draghi dit, pour faire les investissements de rupture, il faut 800 milliards par an. Donc 2000 milliards sur 7 ans. Et 800 milliards par an, vous voyez la différence. Bon. Et donc, ces 800 milliards par an, il y a deux manières de les faire. Soit chaque État contribue à faire les 800 milliards sur ses propres ressources, mais ça veut dire très concrètement que pour financer en matière de cyber, en matière d'intelligence artificielle, en matière de défense, de matériel de défense, l'effort faudra aller prendre sur d'autres budgets. Ça, c'est le plan Réarme Europe tel qu'il est présenté aujourd'hui. Ça, c'est le plan des frugaux européens. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, au président Macron, il faut faire l'effort, etc. Mais en fait, les 800 milliards du plan Réarme Europe dont on parle aujourd'hui, c'est ça. C'est que, en fait, ça repose sur je ne sais pas si un effort budgétaire de chaque État, en fait. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça pourrait l'être. Et il y a une deuxième manière de faire en sorte que cet effort soit financé, c'est de consentir une capacité d'emprunt européen, des eurobonds spécialement consacrés à ces sujets, qui ne concerneraient pas d'ailleurs que la défense. Ça, c'est la demande de la France. Pas seulement de la France, c'est aussi la demande de beaucoup d'acteurs qui ont conscience du fait que l'Europe est dans la situation dans laquelle elle est concernant l'intelligence artificielle, la lutte contre la cybercriminalité, le développement d'un certain nombre de technologies nouvelles de rupture, précisément parce qu'elle n'a pas réussi à faire les efforts d'investissement en se dotant d'une capacité d'emprunt qui lui permette de préparer l'avenir. Comme tout le monde dit, c'est épouvantable, nous sommes seuls face à notre destin. Et que tout le monde dit, nous ne pouvons plus assurer notre sécurité en comptant sur la relation transatlantique. Que tout le monde dit, nous avons des retards en intelligence artificielle, en cyber, etc. Si nous continuons les débats qui existent depuis maintenant 20 ans entre les frugaux, c'est-à-dire un certain nombre de pays d'Europe du Nord, et nous, sur le thème, il y a les cigales qui veulent dépenser toujours plus, mais qui ne font aucun effort de maîtrise de leur budget, et de l'autre côté, des fourmis qui ne dépensent jamais rien,
et sont assis sur leur tas d'or comme les personnages de Molière, à la fin, ça donne le déclin de l'Europe. Donc, la réalité, elle est au milieu de ça. C'est-à-dire que ma conviction profonde, c'est qu'il faudra une capacité d'investissement européenne adossée à une capacité d'emprunt, et que cela ne sera acceptable que dès lors que des efforts budgétaires de maîtrise seront faits. C'est-à-dire qu'on sera capable de faire des choix budgétaires et ces choix budgétaires étant faits, de maîtriser nos propres dépenses. Est-ce que l'Allemagne peut montrer la voie avec le nouveau chancelier Merz, le fait que les Allemands sont... D'abord, il a radicalement changé de discours vis-à-vis des États-Unis et de l'Alliance Atlantique. Et les investissements qui sont annoncés sont colossaux. On parle de 500 milliards dans la défense allemande par an. C'est un choc énorme. Est-ce que ça peut créer un entraînement pour les autres, notamment pour les frugaux? Est-ce que l'Allemagne peut convaincre un certain nombre de partenaires européens qu'il faut réinvestir massivement dans la défense après des décennies de sous-investissement, comme le dit le livre blanc? Mais l'Allemagne est en situation de faire une partie de l'effort que vous venez d'indiquer sur ses propres ressources. C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous évoquiez les pays qui ont 240 milliards de ressources. Absolument. Et donc, si l'Allemagne est en situation de faire ça sur ses propres ressources, compte tenu du fait que l'Allemagne est un pays qui a une conscience extrêmement aiguë de ce que sont ses intérêts industriels, compte tenu enfin du fait que l'Allemagne n'est jamais autant européenne que lorsqu'elle cherche à dissimuler derrière son ambition européenne ses intérêts propres, comme on dit en Normandie, une grande confiance dans les Allemands ne devra pas exclure une petite méfiance vis-à-vis d'eux. Si nous voulons créer les conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement que nous créions les conditions d'une relation franco-allemande très tournée vers une ambition européenne commune, et que nous soyons capables, nous aussi Français, enfin Patricia Adam, que j'ai aperçue tout à l'heure, est là, elle connaît ces sujets infiniment mieux que moi, mais de créer les conditions des concentrations industrielles nécessaires. Parce que nous avons un éparpillement, un épiètement, une balkanisation des industries de défense dans des secteurs absolument stratégiques qui, si elle devait conduire cette situation à une incapacité de l'Europe à unir ses forces industrielles pour pouvoir être en situation de produire ce dont elle a besoin pour assurer souverainement sa défense, aurait-on réglé les problèmes budgétaires qu'on n'aurait pas réglé le problème de l'Europe de la défense. Donc, pour terminer le propos, 1, il faut l'effort budgétaire. 2, il faut la convergence industrielle. 3, il faut la convergence stratégique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de dire, si la dissuasion protège l'Europe, voilà qui la déclenche. Moi, je pense que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que celui qui a la légitimité démocratique au sein de l'État détenteur de la dissuasion, que nous ne pouvons pas le faire si nous estimons que nos intérêts vitaux ne sont pas en cause, qu'il faut défendre nos intérêts vitaux, enfin définir nos intérêts vitaux pour ce faire. Et je suis très prudent à l'égard d'une tendance que je sens chez le président de la République de donner à la Commission des pouvoirs qu'elle n'a pas et d'aller vers une dissuasion européenne dont on ne sait pas quels sont les fondements stratégiques sur lesquels elle reposerait. Et enfin, si on veut faire cela, il faut être capable de se doter d'une capacité d'investissement et d'endettement européen pour financer nos technologies de rupture, sans quoi nous resterons par rapport aux États-Unis dans la capacité de faire l'effort qui garantira notre crédibilité. Il y a la question aussi de l'entente entre les différents États européens. On a vu au Conseil européen de jeudi qu'il y avait des dissensions. Il était question lors de ce Conseil européen d'une nouvelle aide de 40 milliards accordée à l'Ukraine. Et en fait, les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ce point-là. Qui est-ce qui est à convaincre parmi les 27 ? Qu'est-ce qui coince ? Et est-ce qu'une solution pour avancer sur les questions de défense, ce ne serait pas de créer en fait un système à 2 vitesses, comme ça se fait pour d'autres sujets, où vous avez un groupe qui décide de collaborer, de travailler au sein de l'Union sur une thématique particulière, sans y associer les autres. Ça, c'est envisageable ou pas ? Moi, je suis très, très défavorable à cette affaire de construction de l'Europe à 2 vitesses pour des raisons précises. D'abord, il y a beaucoup d'idées comme ça qu'on croit absolument géniales, qu'on ressort
régulièrement comme des marronniers. Alors vous avez l'Europe à deux vitesses quand il s'agit de l'Europe et le guichet unique lorsqu'il s'agit de l'administration en France. Mais quand vous regardez, par exemple, ce qu'est le guichet unique sur l'administration en France, quand vous avez créé le guichet unique, vous avez autant de guichets qu'avant la création du guichet unique, plus un, le guichet unique. Bon. Et bien c'est pareil, l'Europe à deux vitesses, ça procède, peu de choses près, de la même logique. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à créer une politique et une convergence sur des sujets fondamentaux qui concernent tous les pays de l'Union européenne, en les associant tous, on invite un petit groupe, et ça s'appelle l'Europe à deux vitesses, à essayer de faire ce qu'on n'est pas capable de faire tous ensemble. Mais ça pose énormément de problèmes, cette logique-là. Le premier problème que ça pose, c'est que si vous faites l'Europe de la défense à quelques-uns, comme de toutes les façons, la structuration de l'Europe de la défense à travers son industrie, qui n'est pas la bonne manière de prendre le problème, mais qui est quand même un sujet qu'il faut traiter. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une bonne manière de prendre le problème qu'il ne faut pas le traiter à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas le traiter en dehors du marché intérieur qui, lui, n'est pas divisible. Il y a une unité, indivisibilité du marché intérieur. Si vous commencez à le fragmenter, il n'y a plus de marché intérieur. Donc, et c'est un sujet très important parce que vous allez voir, c'est un phénomène marginal, mais qui a son importance. Vous allez voir que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement Trump pour remettre en cause les règles ESG, la lutte contre le réchauffement climatique, etc., va conduire à une augmentation très puissante des réactions, et des réactions notamment devant les juridictions des organisations non gouvernementales sur l'impact de l'industrie de défense sur les droits humains, etc. Bon. Et donc, si vous n'avez pas des règles communes partagées dans le marché intérieur, devoir de vigilance, rapport de durabilité dans la directive CSRD, etc., sont des sujets, encore une fois, différents, mais qui auront leur impact, alors à ce moment-là, vous aurez des traitements de ces questions juridiques différentes dans le marché intérieur. Ce n'est pas possible, parce que les directives s'appliquent à tous les pays. Donc, pour cette raison-là, je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable non plus, parce qu'on voit mal comment un petit groupe de pays qui aurait décidé d'aller ensemble pourrait prendre, sans concertation avec tous les autres, des décisions qui engageraient la sécurité du continent dans son ensemble. Donc nécessairement, il faut arriver à trouver le consensus. Troisièmement, à chaque fois qu'il s'agit de questions absolument fondamentales, même si des pays sont partis d'abord, je pense par exemple à ce que nous avons fait en 2013 sur le Sahel, et nous avons mis du temps à rallier les autres, mais à la fin, l'opération Takuba, qui permet de substituer à l'opération Barkhane que nous avions engagée, une opération multinationale européenne, devient possible. Donc, il vaut mieux prendre le temps de convaincre, même si c'est toujours irritant de prendre du temps quand on est dans une course contre la montre, et sur la question de la défense, on est dans une course contre la montre, que de mettre en place des édifices européens qui se révèlent bancals à la fin pour des raisons qui tiennent au fait qu'on a toutes les contraintes liées au fonctionnement du marché intérieur et aux considérations stratégiques que je viens d'évoquer. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Ce sera le mot de la fin parce que nous avons épuisé notre temps. Merci à à vous vous tous.